Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien. Vous savez, moi j'ai travaillé 3 étés chez Ubisoft. Le rêve, j'ai adoré. De l'âge de 17 à 19 ans, j'étais testeur l'été. Puis on adore nos joyaux montréalais. On peut quand même aussi réfléchir parfois à l'amélioration de notre industrie. Puis c'est extraordinaire parce qu'à Montréal, on a pas juste les gros studios, mais une méga super industrie indépendante, indie. Puis on aura la chance d'en parler de ça. Donc, le podcast Le Jeu, c'est une occasion de se baser sur la série Le Jeu diffusée à TVA, puis voir à quel point on exagère dans la fiction ou à quel point des fois on a raison de poser ces questions-là par rapport à notre industrie ici à Montréal. Je suis extrêmement bien entouré aujourd'hui de Maude Bonenfant, qui est professeure au département de communication sociale et publique et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui s'intéresse aux pratiques ludiques et à la communication en ligne à l'UQAM. Merci d'être là. Bonjour. Et merci Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs de jeux vidéo, qui a donc un studio indépendant de jeux vidéo, entre autres. Merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. Et on a aussi découvert que nous sommes 2 anciens du programme de médias interactifs à l'UQAM. Ben oui. 3 UQAMiens autour du micro aujourd'hui. C'est extraordinaire. Merci d'être là. Il se passe bien des affaires dans la série Le Jeu. Et là, on est rendu à un épisode où une autre joueuse de Zeta, le jeu vidéo fictif qui ressemble parfois un peu à Pokémon Go, dénonce que des gars utilisent le jeu pour harceler les filles dans la vraie vie. On sent que la tension monte chez Arcade, la compagnie de jeux vidéo, alors que les commanditaires de Zeta se désistent. Et à l'interne, là, Alexis, Jonathan et Julien, les 3 personnages, les 3 producteurs masculins de Arcade, ils ne s'entendent pas vraiment sur ce qu'ils devraient faire. Je viens de raccrocher avec Andrew, à Londres. Ils sont plus sûrs. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont plus sûrs. Là, ils ont peur que leur café devienne des points de rencontre de misogynes débiles. C'est quoi, ils nous lâchent? Pas encore. Ils restent comme commanditaires, mais ils veulent plus qu'on se serve de leur point de vente comme station. En tout cas, pour le moment. OK, regarde, c'est pas grave. On revient au plan initial. Là. Les stations, c'est des lieux publics. Ouais, je veux bien, mais ça règle pas le problème. Même avec le nouveau update. C'est pas parce que les joueurs peuvent plus cibler les filles à l'avance qu'ils peuvent plus y niaiser rendu au point de rencontre. Ouais. Faudrait désactiver la fonction rencontre. Oui, c'est là, toi. C'est la base du jeu. Non, c'est pas la base du jeu, c'est un élément du jeu. Non, quand j'ai conçu Zeta, là, c'était pour créer des liens, OK? Pour amener ce monde-là à sortir dans la vraie vie. Ouais, ce monde-là, il aurait peut-être fallu les laisser dans leur sol aussi. Du côté des pas de vie, Cédric sent qu'il est peut-être dans le trouble et que certains détracteurs de Marianne sont trop intenses. Donc, un troll doux qui se rend compte qu'il y a du monde pas mal plus criminel que juste des trolls peut-être dans les pas de vie où il collabore. Lily qui s'est fait remettre une lettre par sa mère qui a vécu des trucs très compliqués dans sa vie, on va dire ça comme ça. Elle se referme de plus en plus sur elle-même en tant qu'adolescente, ce qui est très épeurant pour son entourage. Et pour lui changer les idées, Marianne et Catherine décident d'amener Lily passer un week-end de filles au chalet. C'est pas mal ça qui se passe dans l'épisode. On est tous à jour maintenant. Mais un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale des créateurs de jeux vidéo. Je pense que, moi, vous n'avez pas besoin de me convaincre, les jeux vidéo, selon moi, crée beaucoup plus de bien que de mal dans le vie, puis c'est une industrie qu'on aime, puis c'est un médium qu'on aime, mais parfois il y a des comportements un peu
problématique peut-être. Puis on est content d'avoir un fier créateur de jeux vidéo aussi avec nous pour avoir l'aspect pratique et l'aspect théorique avec Maude. La première question que je lance là, à vous de Maude, est-ce que en regardant la série, en regardant la discussion entre les dirigeants d'arcade qui se posent la question comment spinner ce scandale par rapport à notre jeu, est-ce que c'est des trucs qui vous font penser à la vraie vie un peu? Pas vraiment. Je vois personnellement une compagnie indépendante chez Borealis. Écoute, on est une dizaine de personnes, puis nos jeux ils n'ont pas tendance à venir choquer les gens. Tu sais, il y a des jeux qui on se rend compte, ils ont pas mal plus tendance à ça. Il y a des jeux où c'est que t'es un tueur en série, puis il faut que t'ailles tuer des grands-mères dans des centres d'achat. C'est sûr que tu vas plus te prêter à ça. Fait que je te dirais, ça dépend du type de jeu. Tu sais, on peut faire le parallèle avec le milieu de la télévision ou du cinéma. C'est le même genre de choses qui peut arriver. Hein? C'est un contenu culturel qui est sur un média, dans ce cas-ci le jeu vidéo. Pour connaître beaucoup de studios indépendants, j'en ai pas entendu beaucoup des scandales comme ça, pour être honnête. Puis c'est intéressant de comparer avec d'autres médias. Est-ce que c'est quoi la part de responsabilité, par exemple, d'une station qui pourrait diffuser un contenu qui serait ou non jugé inapproprié? Exactement. Ou qui pourrait mener ou non à d'autres comportements? Maude, votre son de cloche à ce niveau-là, à quoi ça ressemble dans la vraie vie pour les compagnies de jeux vidéo qui ont parfois des scandales de relations publiques à gérer à leur manière? Ben, j'ai jamais été de l'autre côté, donc moi je suis plus de la perspective des joueurs. Mais si on pose la question de la responsabilité des entreprises, c'est sûr que la responsabilité elle est partagée, mais ils en ont une responsabilité. Donc j'imagine que quand il y a des cas comme ça de scandale ou quand il y a des jeunes qui se font frapper ou que des femmes se font harceler à cause du jeu ou en lien avec le jeu, ben c'est sûr qu'il doit y avoir des discussions à l'interne de savoir qu'est-ce qu'on fait. Faut comprendre qu'une plateforme de jeu, comme toute plateforme numérique d'ailleurs, c'est pas des objets qui sont neutres, c'est-à-dire c'est des plateformes qui vont encourager certains comportements, qui vont en empêcher d'autres, qui vont venir normaliser certains comportements. Et donc en ce sens-là, les concepteurs ont une responsabilité parce que des fois c'est juste une petite fonctionnalité qu'ils vont mettre dans le jeu qui va changer tous les rapports sociaux entre les joueurs. Donc une fonctionnalité peut encourager des rapports toxiques ou au contraire faciliter l'entraide. Et donc si on reprend le cas dans l'émission spécifiquement de Zeta, ben les concepteurs ont décidé que pour avoir le grand blanc, il fallait 2 joueurs. Donc ça, c'est une décision de design, de conception, et c'est pas neutre parce que sur le terrain, il faut être 2 joueurs, et ce qui a entraîné des problèmes de Marianne. Mais on aurait pu imaginer que pour avoir le grand blanc, ben il fallait juste être un joueur. Et donc déjà, la situation serait différente. Ça serait différente. Puis on pourrait imaginer aussi que le grand blanc peut être attrapé juste par un joueur. Donc c'est le premier sur le terrain qui l'attrape. Alors là, ça crée ça change aussi à nouveau. Toute autre chose, toute d'autres dynamiques. Et donc chaque décision de conception va avoir des effets sur les joueurs, sur les rapports sociaux entre les joueurs. Et en ce sens-là, ils ont une responsabilité. Et si une fonctionnalité peut changer quand même pas mal la donne, j'imagine qu'il y a aussi des différences selon les jeux, selon les communautés. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le type de jeu puis les gens qui vont s'en servir un peu comme identité parfois ou comme manière de connecter avec d'autres humains? Oui. En fait, ce qu'on remarque quand on étudie les communautés de joueurs, c'est que les communautés vont être très différentes puis qu'on peut pas en parler de manière générale, hein, parce que même au sein d'une communauté, d'un jeu, il va y avoir des sous-communautés. Et donc, c'est vraiment des sociétés qui se divisent avec comme au sein de notre société. Donc, des gens qui vont être là parce qu'ils veulent s'amuser, pour faire le bien, d'autres qui vont venir troller, etc. Mais c'est sûr que dans certaines communautés, on peut voir des tendances. Donc, on va venir normaliser certains comportements et certaines communautés autour d'un jeu spécifique vont plus accepter, par exemple, des comportements toxiques. Alors que d'autres communautés... Sans faire trop de généralisation, est-ce qu'on a déjà l'idée un peu à quoi ressemblent ces jeux-là ou Mais c'est pas nécessairement un genre de jeu. C'est ça qui est... C'est une bonne nouvelle, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est pas nécessairement... On peut pas pointer trop de doigts aujourd'hui. On peut se poser les bonnes questions pour réfléchir. Puis il faut pas avoir des préjugés en disant parce que c'est un shooter ou parce que là ils sont méchants. C'est vraiment pas de cet ordre-là. Là. C'est vraiment c'est beaucoup plus nuancé. Faut que le jeu soit multijoueur à la base. Faut qu'il soit multijoueur, mais aujourd'hui tous les jeux sont connectés. Tous les consoles de jeux sont connectées. Donc même quand on joue de manière solo, il se passe une vie sur le web à l'extérieur. Les communautés de joueurs sont extrêmement dynamiques. Puis en fait ce qu'on voit aussi c'est ce qui se passe en jeu va pas être la même chose que hors jeu. Donc un jeu qui peut être extrêmement
comportements toxiques en jeu. À l'extérieur, c'est pas du tout les mêmes rapports entre les joueurs qui ont cours. Et donc, c'est des normes, c'est des comportements qui vont être acceptés ou pas au sein des communautés. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est sûr que les plateformes de jeu vont avoir des grosses incidences sur comment les joueurs vont se comporter en jeu. Et ce qui va être possible, parce que si on favorise certains comportements ou au contraire qu'on en empêche, ben là, on vient de diriger les rapports, en partie les rapports sociaux entre les joueurs. Et donc, je veux pas mettre toute la responsabilité du côté de l'entreprise. Bien sûr, les joueurs ont eux-mêmes une responsabilité. La communauté aussi. La communauté, puis mais en général, puis encore une fois, c'est très difficile de généraliser parce que c'est très, il y a beaucoup de différences entre les communautés, mais en général, les joueurs ont une certaine maturité par rapport à leur communauté. C'est leur passion. Ils aiment le jeu. Tu sais, c'est pas un produit de consommation, un jeu vidéo. Là, c'est une expérience. C'est des liens sociaux. C'est des amis qui sont là. Et donc, il y a des voyage. affects. C'est des affects très forts qui sont liés à ça. Et donc, c'est sûr qu'ils sont très engagés au sein de ces communautés-là. Et donc, ils veulent s'impliquer. Et il y a des codes d'éthique aussi qui se développent autour. Et donc, il va y avoir des sanctions sociales qui vont être faites par les joueurs entre eux en disant non, ce comportement-là est pas acceptable. Puis il va y avoir diverses manières dont les joueurs vont aussi s'auto-réguler. Donc c'est pas juste l'entreprise qui est responsable. Les joueurs aussi prennent une part de cette responsabilité-là pour faire en sorte que la communauté soit jouable au bout du compte. Par rapport à la communauté, on l'a déjà mentionné précédemment sur d'autres épisodes. Un psychopathe, c'est un psychopathe, qu'il soit gamer ou pas. Il y a du monde niaiseux dans toutes les communautés au monde. On parle de cyberdépendance, puis c'est démontré que n'importe qui a un problème de dépendance, si ça avait pas été ça, ça aurait été d'autres choses. C'était autre chose. Donc c'est pas juste le jeu. C'est pas juste le Faut jeu. penser à l'individu, oui, c'est ça. Puis on a un défi, je pense, nous en tant que podcast aussi, de bien expliquer que c'est pas parce que on veut pas tomber du côté des alarmistes, on veut pas tomber du côté des gens qui sont anti-jeux vidéo. Non, mais il faut pas non plus. C'est parce c'est le problème, c'est l'inconnu, hein. C'est parce que on appelle ça les natifs puis les non-natifs. C'est les gens qui sont nés que les consoles de jeux vidéo existaient versus les autres, ben c'est de l'inconnu, puis ça prend quand même une certaine dextérité jouer à des jeux vidéo. Fait que si t'es pas né avec ça, il y a moins de chances que tu vas t'y mettre puis apprivoiser ce médium-là. Mais dans le fond, c'est vraiment juste de l'inconnu. Les gens demandent tout le temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence dans les jeux vidéo. Ça dépend. Ben, là, je demande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence dans le cinéma. Ça dépend des. Ben c'est exactement Absolument. la même chose. C'est juste qu'on a peur de l'inconnu. Puis pour revenir au cas présent de la série, moi je pense qu'il y a une distinction importante à faire, c'est que Zeta est un jeu qui se joue dans la vraie vie. Absolument. Sur des lieux publics. C'est un jeu social, mais aussi il a donc des interactions publiques dans des parcs, etc. Et bon, je dis que ça ressemble un peu à Pokémon Go, sans nécessairement exactement être la même chose, parce que par exemple dans Pokémon Go, il est impossible simplement avec le jeu de cibler un usager ou de suivre un usager ou de savoir qu'un usager est à quelque part, évidemment. Je pense qu'il y a une bonne raison pour ça. Exact. Puis de mon expérience, je pense que la série, on dit souvent aussi que la série se base sur des trucs qui pourraient arriver, qui exagère un peu parce que c'est un drame, mais chose qui est jamais arrivée, à moins que je me trompe, un crime sur une personne lié à un jeu prémédité, autrement dit un viol là, directement lié à un jeu qui se joue sur le terrain, je pense que c'est jamais arrivé encore. Mais quand on parle de responsabilité sociale, il y a beaucoup plus de plus petits problèmes qui sont déjà sur les communautés en ligne, par exemple le harcèlement en ligne ou ne serait-ce que les insultes. À partir de là, quand on est une grosse ou une petite compagnie de jeux vidéo, c'est quoi le pouvoir qu'on a, le contrôle qu'on a sur le produit qu'on a lancé dans le monde? Comment est-ce qu'on peut interagir intelligemment avec cette communauté-là? Ben, Maud en a parlé tantôt, là. C'est sûr que du point de vue du design, un jeu comme Zeta, c'est un champ de mine, là. Faire rencontrer du monde dedans, c'est sûr que tu cherches le trouble un petit peu. Fait que, il y aurait eu une réflexion dans la vraie vie à cet égard-là. Ouais, absolument. Nintendo, tu vois, eux, je pense que c'est les Mi, c'était sa Nintendo Switch. En tout cas, tu pouvais parler avec d'autres personnes, mais juste avec des phrases préfaites. Oui. Donc, il voit quand je joue à Mario Kart, j'ai des phrases préfaites seulement pour dire aux Japonais que je viens de battre. Good game! Good game! Puis ils entendent d'autres choses, là, qui veut dire à peu près la même chose. Exact. C'est la même chose dans le jeu Hearthstone de Blizzard, c'est un jeu de cartes en ligne. C'est des phrases préfaites, puis c'est des intentions de design qui sont là justement pour modérer un peu les genres de commentaires qui pourraient passer pour pas que ces marques-là soient associées. Fait que Nintendo, c'est aussi des producteurs de consoles, mais c'est aussi, je pense, le plus grand producteur de jeux
jeux vidéo au monde. Blizzard, Activision, le jeu Hearthstone, c'est le deuxième plus grand monde. Donc, pour leur image, ben c'est des choix qu'ils ont fait consciemment. Là, c'est juste un exemple. Là. Je sais pas s'il t'en vient d'autres mots, là, mais ouais. Louis-Félix, président de la Guilde, pour contextualiser, on est super, et de Jeux Borealis, qui est donc, c'est ça, la Guilde, c'est le regroupement des juste les faiseurs de jeux vidéo indie. Le plus gros au monde, en fait. Exact. On est super chanceux à Montréal, donc d'avoir cette organisation-là. Toi, donc, tu es dans un petit studio et tu représentes les petits studios en général. C'est ça. Ben, tu sais, on a des membres qui ont jusqu'à 80 employés. Fait que des fois, c'est relatif. Mais c'est pas Ubisoft Montréal qui ont presque 3500, 3100 qui est le plus gros studio de jeux vidéo au monde. Pour parler de ce sujet-là, de la responsabilité sociale des jeux vidéo, il y a aucun, entre guillemets, gros studio qui voulait se prononcer sur la question. Donc, un peu comme dans la série, dans la vraie vie, on sent que c'est une patate chaude un peu. Nous, on est content que tu sois là, mais selon toi, qu'est-ce qui explique cette crainte peut-être à discuter de ces enjeux-là pour les gros studios? Ben, je peux pas parler à leur place, c'est sûr, mais fait que, excusez-moi mes amis qui travaillent dans un gros studio, si je vous fais dire des choses, c'est averti, mais je pense que il y a comme un risque à venir de parler de ces choses-là parce que t'acquiesces qu'il y a un problème à la minute que t'en parles. Hein, c'est comme le pape qui veut pas s'excuser auprès des Autochtones pour créer les pensionnats, parce qu'à la minute qu'il s'excuse, ben, il est déclare coupable un petit peu. Ouais. Donc, ça serait ça mon idée. Mais ça veut pas dire que ces studios-là sont coupables. C'est juste que les avocats les ont sûrement dit, va-t'en pas là, un autre champ de mine. Touche pas à ça. Puis, oui, parce qu'il y a un risque. Je pense que si nous-mêmes, là, ici au podcast, je vais faire 8 prémices avant de commencer à critiquer l'industrie, c'est peut-être parce qu'il y a un épiderme sensible. Puis moi, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'on dépeint mal souvent le gamer. Si à chaque fois qu'on parle de lui publiquement dans les médias de masse, on le dépeint comme quelqu'un de problématique ou qu'on parle juste des défauts des gamers, ben c'est sûr qu'à un moment donné, en tant que gamer, on commence à se sentir mal représenté. Il y a cet enjeu-là quand même. Oui, il y a cet enjeu-là, puis c'est malheureux parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, là, depuis vraiment plusieurs années, il y a 50-50, donc hommes-femmes. Donc il y a autant de femmes qui sont joueuses. Il y a de tous les âges, surtout dans le boom dans les années 2000, quand les consoles comme la Wii est apparue, les plateformes de mobilité, on est allé chercher plein de nouveaux joueurs qui avaient pas joué. Puis, tu sais, gamer a un certain statut parce qu'on imagine un certain type de pratique, puis un certain secondaire type 3 dans ta cave, tu coules payer ton cours de français. Mais jouer moi, je passais quand même. mais jouer sur son téléphone, dans le métro ou à la maison un soir par semaine, etc., c'est aussi être gamer, c'est aussi jouer, être joueur. Et donc, la diversité des joueurs, des portraits des joueurs et des types de pratiques est tellement grande que pour revenir sur l'exemple du cinéma, c'est difficile de généraliser les gens qui écoutent le cinéma, qui écoutent des films. Et donc, c'est un peu la même chose avec les jeux. Et donc, effectivement, il faut qu'on sorte de ces préjugés-là parce que malheureusement, ça stigmatise une pratique qui peut être extrêmement positive, puis que justement qu'on n'ait plus à se justifier ou à cacher sa pratique en disant non, je joue pas trop. Exact, c'est pas une gêne là, c'est pas du tout, faut pas s'isoler en général, je pense dans la vie, faut pas s'isoler. Puis on parlait des statistiques, c'est 50-50 hommes-femmes, puis aussi c'est tous les âges, j'ai les devant moi ici, les enfants c'est 45% femmes, 56% hommes, adolescents. C'est intéressant parce que au niveau des adolescents, c'est 53% gars puis 27% filles, mais plus tard au niveau des adultes, ça se stabilise un peu, mais plus tard, les adultes un peu plus vieux, c'est les hommes qui sont à 26% et les femmes qui sont à 56%. Donc, je suis sûr qu'on peut analyser ça à l'infini pour savoir qu'est-ce qui fait que d'un côté, plus jeune, ça va. Mais effectivement, les statistiques sont éloquentes. Les gens jouent à tous les âges et les gens jouent peu importe leur milieu. C'est pas une mode, là, c'est là pour rester, c'est ça. Exact. Ce qui est fascinant des communautés de joueurs, puis ça, pourquoi je me suis beaucoup intéressée et je continue à m'intéresser, c'est que c'est des internautes extrêmement créatifs. Et
extrêmement engagés et qui ont beaucoup souvent de connaissances en informatique. Et donc, ils ont été beaucoup des précurseurs dans le développement de plateformes ou de moyens d'utiliser le web. Donc, ils étaient là avant le web 2.0. Ils avaient déjà mis en place certains dispositifs, certaines normes, même certaines manières d'utiliser le web et de socialiser. Et la socialisation, au contraire de ce qu'on pourrait croire, est extrêmement importante au sein des univers de jeu. Et c'est même l'intérêt principal. Et ce qui fait que souvent des joueurs, par exemple, n'ont pas décroché d'un jeu, c'est parce que il y a les autres joueurs. Leurs amis sont là. Leurs amis sont là. Ils ont développé des amitiés, ils ont un réseau, etc. Et donc des types de jeux comme Battle Royale qui ont été super populaires. Et puis c'est dur de sortir un nouveau jeu. Il y a un de mes amis ici à Montréal qui en ont fait un, que ça fonctionne très bien, mais quand même, quand ils sont arrivés, il y avait d'autres jeux compétitifs comme Fortnite. Et puis la personne qui essayait le jeu, fallait qu'elle convainque ses 5 autres amis de venir jouer avec eux autres, d'acheter le jeu. C'est compliqué un petit peu, tu sais. Fait que les gens, la raison, c'est qu'est-ce que Maud est en train de dire. C'est pour leurs amis, c'est pour aller voir leurs amis qui sont là au travers de ça. D'accord. Puis c'est là où la communauté prend sur certains points plus d'importance que le créateur du jeu au niveau de l'intérêt à moyen terme. À un moment donné, on n'a pas le choix, je pense, en tant que créateur, de laisser son produit aller. Tu sais, je pense à des musiciens qui parfois entendent leurs chansons dans des campagnes électorales en disant « Attends une minute, moi je veux pas du tout endosser cette personne-là. » J'ai l'impression que pour un studio, il doit avoir aussi la même chose. Quand tu lances ton jeu, ton bébé s'en va dans le monde, tu peux pas être responsable de tout ce qui est fait non plus avec. C'est voulu, là, le jeu Warcraft 3 de Blizzard, justement, il y avait un éditeur de jeu, puis ça l'a créé les jeux de type MOBA avec et les jeux de Tower Defense, les défenses de tour, en laissant ça à la communauté. Exactement, c'est ça. C'est là où ils sont extrêmement créatifs, c'est-à-dire historiquement, les joueurs ont toujours été impliqués dans la production des jeux. Et donc, ils ont toujours été bidouilleurs, puis historiquement, c'était même, il y avait double chapeau. Il était joueur et producteur, un peu comme les indies aujourd'hui. Et donc, cette frontière-là, elle demeure, mais même dans l'état d'esprit, même avec des grandes entreprises, où les joueurs, ils font pas juste consommer un produit, ils veulent participer de différentes manières, que ce soit par l'animation de la communauté, en produisant de l'art, on parlait de fan art, en produisant des cartes au jeu, en bidouillant, en hackant pour en faire un nouveau jeu, etc. Les campagnes Kickstarter qui ont beaucoup de succès, c'est justement la raison souvent, c'est que les gens veulent sentir qu'ils participent à la création du jeu, qu'ils aident, ils peuvent donner le commentaire, d'avoir un accès privilégié aux créateurs. Chez Borealis, qu'on a fait notre campagne Kickstarter, on a ouvert qu'est-ce qu'on appelle un canal Discord. Discord, c'est un logiciel dans lequel on peut clavarder, s'impliquer. Donc là, c'est là qu'on trouvait nos testeurs. Et nos testeurs directement, c'était ceux-là qui nous avaient encouragé sur Kickstarter. On avait un retour. Fait que on était contents parce qu'on avait déjà des gens super motivés qui coûtaient pas cher. On s'entend, c'était le passe-temps. Puis eux, ça faisait partie du pourquoi qu'ils nous avaient encouragés sur Kickstarter. Ils se sentent investis de votre projet. Absolument. Puis, on comprend. Puis aussi, éventuellement, ça peut mener à des carrières dans le jeu vidéo. Là, quand on est un peu plus jeune puis on s'y intéresse, effectivement, c'est une bonne manière de le faire. Tantôt, je parlais de statistiques. C'était les chiffres là, de l'Association canadienne du logiciel de divertissement. Si vous avez envie de lire un PDF, allez voir ça parce que c'est des chiffres plus modernes sur l'industrie en général. Je pense que on repense aux endroits où on peut faire avancer cette industrie-là puis cet art-là. On a parlé des compagnies puis des communautés. Ça serait quoi, selon vous? Je pense que personne ici la réponse parfaite, sinon on serait en train de l'appliquer. Les bonnes manières de faire réfléchir ces communautés-là puis ces compagnies-là à adresser les problématiques qu'il y a parfois dans la communauté et dans les utilisateurs qui utilisent ces jeux-là. C'est comme dans tout, ça passe par la sensibilisation. Fait que quand il y a des cas qui arrivent, qui sont navrant, c'est sûr que de les montrer puis les mettre en contact, OK, ceci peut exister. Je pense pas qu'il y a personne qui intentionnellement, surtout du côté des développeurs, vont vouloir faire des choses pour créer du mal chez ces joueurs. C'est sûr et certain que c'est plus de l'ignorance ou de l'inadvertance comme ça. Fait que ça serait de la sensibilisation de ce côté-là, je penserais. Du côté des joueurs, on sait, ça touche pas juste les jeux vidéo. Il y a des problèmes avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode 6 de la série Le Jeu. Donc, c'est un peu la même chose là à diffuser à TVA à tous les ans. Pas à tous les ans encore, mais peut-être, on sait jamais. C'est ça, c'est sûr, c'est plus la responsabilité. Je pense que c'est l'encadrement des parents de ces choses-là, de regarder pour que ces choses-là se fassent pas. Mais non, sinon, je pense que c'est vraiment de la sensibilisation vite comme ça. On y revient souvent aussi, puis les parents s'intéresser à ce que votre jeune consomme comme média. Ça va être plus facile. Essayer de jouer au jeu, pourquoi pas? Quand on va avoir des enfants, toi et moi, moi, je suis pas sûr, mais pas sûr.
admettons, on est déjà des joueurs, on est des natifs, donc c'est plus facile pour nous de s'intéresser. Moi, j'ai encore la phrase à mon père qui me résonne, ça va t'amener nulle part dans la vie, jeux vidéo. Bon, ok, à cette heure, on en rit beaucoup, hein, lui plus jaune un peu, mais bon, ça sera pas ça, là. Là, il y a une gang de gars qui ont un 15e avenue, les panais. Ils ont encerclé une fille, puis ils ont commencé à y crier salope, puis bitch, puis tout. En tout cas, ça a juste pas de bon sens. Puis la police, ça fait rien. Moi, c'est bye-bye, Zeta. Une bonne manière, Maude, de peut-être confronter ces communautés-là à des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Ouais, les communautés eux-mêmes, parce que c'est sûr que je rebondirais sur l'éducation, parce que en fait, avec le jeu Zeta ou Pokémon Go, quand il y a eu le gros buzz, bon, c'est sûr qu'il y avait un problème d'éducation dans le sens où c'était une nouvelle technologie, la réalité augmentée, les gens savaient même pas c'était quoi, et donc il a fallu expliquer, et là il y avait un buzz de la technologie elle-même, et c'est un peu comme avec les textos, où quand on a commencé à avoir des textos, on textait au volant, puis ça avait plus de bon sens, bon, effectivement. Et là, à un moment donné, on a commencé à être éduqués, puis à se dire, ben il y a des moments où tu textes, il y a des moments où tu textes pas, puis il y a des moments où c'est dangereux, puis on a aussi, est-ce qu'on texte quand on est au restaurant avec un ami en train de jaser? Bon, là, il y a un code d'éthique encore une fois, de normalisation qui vient s'installer, mais ça prend un certain temps. Donc, c'est sûr que autour de plateformes comme Zeta, ben ça prend de l'éducation, puis je dirais pour tous les non-joueurs aussi, ça prend une certaine éducation de voir qu'est-ce que c'est cet univers-là. Un autre point pour dire éduquer, disons, les communautés puis les entreprises, vu que c'est le sujet. Puis je sais que vous l'avez abordé précédemment, mais c'est sûr que personnellement, le Gamergate, je crois, a créé une certaine onde de choc au sein de l'industrie où on s'est rendu compte que, OK, on savait qu'il y avait un problème, particulièrement par rapport aux femmes, que ce soit la représentation au sein des jeux vidéo, que ce soit par rapport aux joueuses ou aux game designers femmes. Donc, à tous ces points-là, il y avait un problème et il y a encore un problème. Sauf qu'il y a une prise de conscience de dire, OK, mais si on prend pas des décisions, si on prend pas des actions, ben il se passera rien. Parce que là, c'est dire, ouais, mais les joueurs, c'est ça qu'ils veulent. Puis les joueurs disent, ouais, mais c'est ça que les entreprises nous proposent. Puis les entreprises, et donc, à un moment donné, c'est plus personne n'est responsable et que ça bouge pas. Et là, il y a des décisions au sein d'entreprises, chez les concepteurs qui ont dit, OK, on va essayer d'intégrer des femmes dans la conception. On va essayer de trouver des manières de faire en sorte que les joueuses souffrent pas de stigmatisation. Au sein des communautés de joueurs, beaucoup de joueurs ont pris la défense des joueuses. Et donc, on parle juste là d'une infime partie de Gamergaters qui causent des problèmes, qui font du trolling et autres. Mais c'est une infime, très bruyants, mais très bruyants, mais une infime partie. Il faut pas généraliser. C'est pas la majorité des joueurs, loin s'en faut. Et en fait, beaucoup de joueurs ont fait, va falloir que il va falloir que ça arrête ça parce que finalement, on se brime de 50% de joueuses, d'un type de rapport social qui peut être intéressant. Les joueurs ont envie de jouer avec des joueuses et vice versa. Et donc, les joueuses, on est tanné de se cacher en arrière d'un avatar masculin pour pas se faire harceler. Je veux dire, à un moment donné, ce qui est une réalité, la plupart des gamers vont se cacher, mais dès qu'on tombe avec un chat vocal, c'est pas possible, etc. Je rentre pas dans les détails. Mario Kart, par les gars et les filles. C'est ça, mais j'ai l'impression que si socialement, on dit pas, OK, il va falloir qu'il y ait des changements puis que chacun prenne une part de responsabilité dans cette dynamique-là, il se passera rien, mais le Gamergate, pour ça, a été, je crois, positif. Et effectivement, c'est intéressant. Souvent, on s'attarde beaucoup, justement, à la minorité fatigante, là. Moi, j'ai envie de dire... les plus vocaux, hein, c'est ça. Exact. Il y a des gens qui croient pas au changement climatique, il y a des gens qui croient pas au sexisme dans le gaming, sur différents niveaux, t'sais. Est-ce qu'on peut rejoindre cette minorité-là d'une certaine manière, ou parce que c'est le fameux dilemme de Marianne, là, don't feed the trolls, ou essayer de leur expliquer. Avez-vous un instinct ou une réflexion à ce niveau-là? Mais je pense que ce que vous faites présentement avec l'émission Le Jeu est intéressant à ce niveau-là parce que c'est de montrer une autre perspective, parce que je crois qu'aussi, tous les médias sociaux numériques, toutes ces plateformes-là sont
nouvelle. Il faut tu sais, pensez juste il y a 10 ans, on n'était pas là. Tu sais, il y a 20 ans, on était à des siècles de ça. Et donc, on est encore en train de s'habituer comme société à ce que c'est, jusqu'où on peut aller, ou qu'est-ce qui peut être dit, pas dit. Le fait que pendant des années, on a appelé ça des mondes virtuels ou des lieux virtuels, on a comme dit que c'était moins vrai. Tu sais, c'est virtuel, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Donc, les gens se sont permis de justement d'aller trop loin. En fait, dire des choses qu'en face à face ne dirait pas parce que c'est juste virtuel. Et là, on se rend compte en 2018, c'est pas juste virtuel, c'est totalement réel. Et il y a des implications réelles et il faut développer les mêmes codes sociaux de bienséance, de souci de l'autre qu'on citoyenneté numérique. Qu'on a en société, c'est une société et c'est réel et donc on est en train de s'habituer comme société et je pense que avec des émissions comme Le Jeu puis des podcasts comme ça, je pense que des gens qui font du trolling commencent à voir l'autre côté du rideau puis dire parce qu'on démontre et dire OK, donc c'est pas quand j'envoie ça, c'est pas dans le ciel, dans l'univers puis ça part. Non, il y a quelqu'un qui le reçoit puis les affects sont très très réels. Tu l'as bien dit, c'est super jeune hein, comme milieu. On est en train de l'apprendre en même temps qu'on crée comment se positionner par rapport à ça. C'est ça. Toutes ces technologies-là. Patrice Desilets, tu sais, il donnait l'exemple, Patrice, créateur d'Assassin's Creed, il donnait l'exemple, il dit, c'est le fun, il dit, moi, il dit, si j'avais étudié en littérature, mes héros, Victor Hugo, Shakespeare, sont tous morts. Il dit, en jeux vidéo, sont encore tous vivants. Je peux serrer la main à Miyamoto, là. Exact. Il est là, il existe encore, tu sais, ben c'est vrai. Respect à Miyamoto. Ouais. Gros respect. Effectivement, c'est peut-être justement en prenant compte que souvent c'est des problèmes sociaux qui vont mener des gens à poser des gestes néfastes sur Internet comme dans la vraie vie. Donc, en gardant un peu cette empathie-là, puis en intervenant peut-être socialement, pas juste sur Internet, qu'on pourra réussir à avancer un peu. Je termine rapidement une petite question rapide là, pour finir sur une bonne note. Vos espoirs les plus fous pour l'industrie du jeu vidéo, vers où on devrait se diriger dans les prochaines années pour qu'on soit qu'on ait la meilleure utilisation possible de cet art incroyable, Louis-Félix? Je veux pas avoir de parti pris, mais moi je souhaite aux développeurs indépendants ici beaucoup de pérennité, de grandir. C'est des sièges sociaux québécois, on exporte, donc on importe de l'argent, on partage notre culture partout à travers le monde. Donc ces développeurs indépendants là de continuer à grandir puis de sortir de superbes jeux responsables partout. Et peut-être c'est une bonne manière de faire de la diversité justement en ayant plusieurs studios indie, ça permet à entre guillemets n'importe qui de se lancer dans cette direction-là. Tu peux prendre plus de risques quand t'es indépendant. Nous autres, notre jeu Mages of Mystralia, on a décidé que notre avatar c'est une femme. On avait le choix, on se le faisait même déconseiller, puis finalement on n'a pas eu un commentaire sur les dizaines de milliers qu'on a reçus. C'est de valeur que votre personnage soit une femme. Jamais. On n'a même pas entendu parler. On pouvait faire ça. Et ça en prendrait un pour que les nouvelles partent en chire avec ça. Évidemment. C'est toujours plus facile de se concentrer sur le négatif que le positif. Maude, en quelques mots, un espoir pour l'industrie du gaming. Il y a un genre de jeu dont on parle très peu, puis c'est les jeux vidéo à vocation sociale. Et ça, c'est chouette parce que c'est les jeux, une des forces, c'est que ça nous fait faire des actions. Et donc, c'est pas juste un discours. On ne fait pas juste nous dire quelque chose, on nous le fait performer. Et donc, en faisant faire des actions au sein de jeux, quand ces actions-là ont une vocation pour faire de ce monde un monde meilleur, on n'a pas besoin de longs discours. On fait juste le performer et je pense qu'il y a un gros pouvoir là de changement social puis d'amélioration de notre société sur plusieurs pans, sans que ça soit didactique et pédagogique et très moralisateur, mais que ça demeure ludique, mais qu'il y ait des retombées positives. Le jeu a cette grande force-là. Extraordinaire. Maude Bonenfant, merci infiniment, professeur au département de communication sociale et publique et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui est comme homme ludique, là, on devine, s'intéresse aux pratiques ludiques et à la communication en ligne. Humain ludique. Humain ludique, certainement. Oh mon Dieu, tu vois, je faisais de l'exclusion de même, là, sur un safe space comme ça. Les réseaux sociaux vont s'en C'est terrible. Et Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs des jeux vidéo et président de Borealis. Exactement. Qui travaille sur un jeu qui a pas le droit de nous dire c'est quoi le jeu, c'est ça? Non, je peux
veux dire l'ancien, les L'ancien. Mages of Mystralia. L'ancien, c'est lui, non, Mages pas of encore. Mystralia, puis le prochain, il va sûrement être extraordinaire. Merci Peace. énormément d'avoir été là. Merci à vous. Mon nom est Fred Bastien et on se part une petite musique jazz pour les crédits, mesdames et messieurs. À la réalisation, Bastien Gagnon, La France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholette. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Pour plus d'informations sur notre podcast ou pour la série Le Jeu diffusée à TVA, allez au www.lejeutva.ca. Merci énormément pour votre présence. plaisir. Puis on continue de gamer positivement. Responsablement. Et voilà.